Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première vidéo que j'avais faite sur le concours de professeur des écoles, voilà, sur le CRPE, que j'ai passé donc l'an dernier, en 2024, et je suis professeur des écoles stagiaires cette année, et je vous avais dit que si vous aviez d'autres questions à me mettre en commentaire, que vous pouviez, et que ça ferait sûrement l'objet s'il y avait assez de questions, pour faire une partie 2 de cette vidéo. Donc je vous invite aussi à regarder l'autre si vous ne l'aviez pas vue. Voilà, je la mets dans le i en haut, n'hésitez pas à regarder. Et voilà, c'est parti. Donc là, je vais juste répondre à des petites questions très précises. Normalement, j'ai fait des captures d'écran, j'espère n'oublier personne, je vérifierai à la fin, mais voilà. Alors, première question. En t'écoutant, j'ai quelques questions qui me sont venues en tête. Est-ce que tu vas continuer ton travail d'illustratrice ? Si oui, dans quelle mesure? J'imagine qu'il n'y a pas de mi-temps dans l'enseignement, donc comment tu vas pouvoir t'organiser? Donc il y a une autre... Ah oui, et après, je me demande si une professeure peut avoir une double activité officielle, dans ton cas YouTube plus illustratrice. J'ai toujours visualisé ce métier comme une carrière unique, sans possibilité de faire autre chose à côté, que ce soit d'un point de vue organisationnel, ou même administratif. Voilà, alors j'ai cru que c'était deux trucs différents, mais non, pas du tout. Donc tout va un peu ensemble. Oui, alors moi, donc j'ai passé le concours en candidat libre, pour remettre un peu de contexte, et en effet, de formation, je suis illustratrice, c'est-à-dire que j'ai fait des études pour ça, je suis pas autodidacte ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant de longues années d'études. Voilà, j'ai un master, enfin voilà, j'ai plusieurs diplômes, un BTS, un DSA et un master en gros illustration et graphisme. Pour résumer, le concours, quand je l'ai passé en candidat libre, la plupart des gens, c'est ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Moi, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que je n'abandonne pas mon métier originel. En fait, pour vous expliquer, j'ai travaillé en freelance depuis 2020, j'ai travaillé en tant que freelance, en tant qu'illustratrice. Des fois, ça s'est bien passé et des fois, ça s'est très mal passé avec certains clients. Et donc, ça a été une grosse source d'angoisse financière pour moi. C'est-à-dire que je ne me vois pas avoir ça comme seul métier en tant que freelance parce que c'est trop stressant. Financièrement, moi j'ai des soucis de santé, j'ai besoin d'avoir quand même un espèce de socle de revenus. Enfin, je dis moi, mais tout le monde a besoin d'un revenu, on va dire, voilà, d'un socle pour survivre. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment dans des situations financières très très compliquées, et c'est pas agréable du tout. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est du coup ça fait que ça rendait mon métier ça m'en dégoûtait, alors que le métier en lui-même je le déteste pas. Juste compter dessus financièrement, c'est pas possible. C'est quelque chose qui m'angoisse. Et voilà, parce que je travaillais et j'aurais pu très bien m'en sortir si les gens payaient à l'heure et payaient ce qu'ils devaient payer, etc. Sauf que la réalité est telle que ce n'est pas le cas. Les clients, moi, la plupart des clients que j'ai eus, il y a vraiment peu de clients qui m'ont respecté de A à Z. Heureusement il y en a, oui. Par exemple, le livre que j'ai publié aux éditions de La Chaux-Niestlé, eux, ils étaient réglo de A à Z, aucun problème. Donc voilà, ça c'était un vrai plaisir et ça m'a fait du bien de travailler avec eux parce que je me suis dit, ah super, enfin des gens qui sont réglo et agréables avec qui travailler, c'était vraiment un bonheur, genre vraiment. Mais il y a eu d'autres entreprises et souvent d'ailleurs c'était plus dans le domaine public où non, je me suis vraiment fait rouler dessus au niveau de l'argent. Et donc du coup, même si je sais c'est encadré, je suis allée jusqu'au tribunal administratif pour un de mes litiges. Et au final, le tribunal a abandonné les poursuites parce que l'entreprise en question, enfin c'est pas une entreprise mais bref, l'enseigne en question publique avait réglé la toute première somme qui était prévue, sauf qu'il y a des majorations de retard qui sont mises en place au bout d'un moment, puisque moi j'avais des retards de paiement dans mes propres échéances de facture. Et donc du coup, ils ont décidé d'abandonner tout ça, ce qui était quand même 900 € de majoration de retard de paiement, ce qui est énorme. Et évidemment, si j'avais fait appel avec un avocat, etc., j'aurais obtenu gain de cause parce que c'est marqué dans le contrat que cet organisme avait signé. Donc, s'ils l'ont accepté, ils doivent le faire. Et de toute façon, c'est légal, cette majoration. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Mais à l'époque, j'avais déjà pas d'argent. Donc, je me voyais pas aller porter ça avec un avocat que j'aurais dû avancer moi-même. Je n'avais pas l'argent. Je viens pas d'une famille qui a de l'argent non plus à foison. Donc voilà, j'ai abandonné, j'ai eu la somme initiale et tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Mais voilà, bref, tout ça pour le contexte.
pour ceux qui ignoreraient peut-être tout ça, parce que je ne l'ai pas forcément raconté en détail, etc. Donc moi, c'est pas une reconversion professionnelle. Je n'ai pas envie d'arrêter mon métier. Mon métier, je l'aime. Juste, je n'ai pas envie d'en vivre. Je n'ai pas envie que ça soit ma source numéro 1 de revenus. Et j'avais envie d'avoir quelque chose, un job alimentaire, mais qui me plaise. Et donc, je me suis tournée vers l'enseignement, puisque c'était déjà quelque chose que je voulais faire. Alors, à savoir que quand j'étais plus jeune, pendant plus de 7 ans, j'ai voulu être prof d'anglais. Voilà. Bon, maintenant, avec le recul, je me dis que pas du tout, parce que bon, déjà je suis pas hyper à l'aise à l'oral, et puis parce que moi je suis pas à l'aise devant le public collège-lycée. C'est pas du tout mon type de public en fait, mais à l'époque je m'en rendais pas compte puisque j'étais moi-même collégienne et lycéenne, et voilà. Mais bref, j'ai toujours eu cet un peu amour quand même du métier de professeur, et juste je l'avais après mis de côté parce que voilà, je suis passée plutôt du côté artistique, mais voilà, c'est quelque chose qui était déjà là, une envie qui était déjà là dès le départ, on va dire, quand j'étais plus petite. Donc je vais garder ce travail d'illustratrice. Actuellement, je n'ai pas une seule mission d'illustratrice, donc pour l'instant le côté double emploi n'a pas lieu parce que je n'ai pas de revenus. Donc la question se pose pas tout de suite. À savoir que YouTube, ça me fait rire quand j'ai ce genre de commentaires. YouTube, j'en vis pas. Hein. Je gagne 9 € par mois sur YouTube. Donc il faut aussi redescendre. Ce n'est même pas déclarable en fait. Enfin, c'est un revenu pas du tout assez élevé pour faire l'objet d'un vrai métier. Donc j'ai le droit d'être sur les réseaux sociaux comme n'importe qui. Évidemment, je pense que je n'ai pas le droit de dire des choses qui vont à l'encontre de mon métier ou voilà, ou juste de la loi. Mais bon, ça de toute façon de manière générale, on n'a pas trop le droit. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, YouTube, on le compte même pas parce qu'en fait c'est un passe-temps, c'est même pas un métier. En fait je le fais parce que j'aime ça, mais je n'en vis pas du tout. Je gagne vraiment dans les meilleurs mois 9 €. Et comme on n'est même pas payé chaque mois, YouTube il faut un minimum de 70 € sur sa cagnotte pour pouvoir être payé. Donc comment vous dire que je suis pas du tout payée par YouTube. Bref, donc ça c'est petit aparté, mais voilà. Pour répondre, en tant que professeur, normalement, comme on est fonctionnaire de l'État, on se dévoue entièrement à notre ministère. Mais il y a des dérogations possibles et la plupart, il y a plein de professeurs des écoles qui ont 2 activités. Le nombre de profs qui écrivent des livres, quand même, ils sont à leur compte. Hein. Donc ça vient pas de nulle part, ils sont artistes-auteurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il n'y a aucun problème, surtout que moi, ce que je fais n'a aucune incidence sur ma crédibilité en tant que professeur des écoles et figure de l'autorité. Voilà, ça n'a pas d'incidence. Ce que je fais est quand même assez lié parce que, par exemple, le seul livre qui a été publié de moi, c'est quand même un livre jeunesse. Donc, enfin, vous voyez, il n'y a pas du tout de choses qui rentrent en conflit dans ces 2 professions. Donc moi, j'ai pas encore fait la demande de dérogation, mais je la ferai voilà, quand ça se présentera. Ça sert à rien que je le fasse là, je n'ai pas de revenus et je ne travaille pas là actuellement dans l'autre métier. Donc, pour l'instant, j'attends d'être titularisée déjà, et c'est à ce moment-là que je ferai les démarches. Mais voilà, il n'y a pas... En fait, c'est sûr que je pense que la plupart des gens voient ça un peu comme une carrière unique, le fait d'être professeur. Moi, pas. Je trouve qu'au contraire, justement, c'est pas un métier... Enfin, c'est un métier qui vous laisse quand même beaucoup de temps pour faire d'autres choses à côté. Alors, je sais que je suis pas... C'est pas un discours qui est très entendu et qui est très mis en avant, mais moi, je suis désolée, je trouve que globalement, si on est bien organisé, etc., c'est pas un métier si chronophage que ça. Si juste on est logique et discipliné. Franchement, pour avoir fait des jobs où je bossais littéralement et j'étais physiquement prise dans le job pendant 45 heures par semaine en restauration, je suis désolée, mais là c'est pas le cas, c'est-à-dire que les horaires sont souples quand même en dehors des horaires de classe. Vous gérez votre temps comme vous voulez. Donc moi, il n'y a aucun problème à allier les deux. C'est-à-dire que j'ai pas de problème le soir à dessiner devant un film. Et voilà, si jamais j'avais une commande d'illustration, là c'est ce que je ferais, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas du tout de... Je trouve pas que ça soit compliqué à concilier, évidemment, je dis pas... si là je voulais bosser et à l'école et en restauration le week-end, je pense que je serais KO. C'est pas du tout l'idée, vous voyez. Mais il y a des jobs, surtout des jobs freelance qu'on fait à la maison, où c'est pas du tout impossible de concilier les deux et sans que ce soit hyper chronophage. Voilà.
Après, faut savoir aussi pour le contexte que moi je suis en co-responsabilité pour l'instant avec un binôme, donc je suis pas tout le temps en classe. Là par exemple on est jeudi après-midi et comme j'avais cours à la fac que le matin, comme on s'alterne sur cette année de stage, voilà, je suis pas encore aussi forcément très consciente de ce que ça représente vraiment quand on est à 100%, mais en même temps quand je suis pas à l'école, je suis à la fac, donc je suis quand même occupée quelque part, vous voyez, bon il y a 2-3 demi-journées on n'a pas cours, mais c'est assez rare et parsemé, enfin voilà. Mais tout comme on a le mercredi après-midi à l'école et là je l'ai pas à la fac. Enfin, vous voyez, ça s'équilibre globalement au niveau des horaires. Donc je pense pas que ça change grand chose. Et aussi j'ai une classe de CP, ce qui demande pas mal de préparation, mais des corrections très rapides en fait. Je ramène pas beaucoup de copies à la maison, des choses à corriger. Ça se fait de manière très rapide. Beaucoup de choses sont faites en classe. Enfin voilà, on n'a pas énormément de travail comparé à une classe de CM2 où là il y a des copies avec beaucoup de choses à lire et beaucoup d'erreurs possibles et du coup faut bien comprendre les erreurs des élèves, etc., comment ils ont eu ce raisonnement, enfin je pense que c'est beaucoup plus de travail quelque part, en tout cas après, alors que en CP c'est plus en amont, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de cahiers à préparer, etc., mais c'est très répétitif. Et du coup, c'est pas, cognitivement parlant, très lessivant, je trouve. Après, voilà, de toute façon, je vais me faire taper dessus par d'autres profs qui trouvent que voilà, c'est hyper fatigant. Pour avoir fait plein de types de jobs différents, non, moi je trouve pas ça très fatigant. Si on a envie de le faire et que voilà, on est organisé, je trouve que c'est quand même pas le job le plus crevant de la Terre. Voilà. Mais c'est prenant, c'est sûr. Et puis il faut avoir du recul, il faut pas non plus. Moi, je vois beaucoup de gens à la fac et tout qui se mettent beaucoup la pression et qui du coup se retrouvent à flipper de tout et de rien. Et en fait, deviennent un petit peu immobilisés et vous voyez, pétrifiés par leur peur et du coup, ils font rien, entre guillemets. Enfin, je grossis le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait, non, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir ce que ça va donner. Et chaque classe est différente, chaque élève est différent et il faut tout tenter, en fait, tout le temps. Et il faut savoir rebondir très vite, il faut savoir réagir tout le temps, mais au quart de seconde près, en fait. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions tout le temps. Il faut réajuster tout le temps. Et ça, si c'est pas une capacité qu'on a dans notre caractère, c'est pas évident. Du coup, je pense qu'on subit beaucoup plus. Et moi, j'ai cette capacité à savoir réagir très très vite en fonction d'une nouvelle info. Et tout de suite, ça va faire tac 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 dans ma tête. Je vais avoir plein de pistes et hop, je fais la première, puis la deuxième, puis et en fait, je suis voilà très très logique et du coup, je m'en sors plutôt bien et je le vis pas mal. Mais je peux comprendre qu'en effet, il y a beaucoup de choses à penser. Mais si on prend chaque fil les uns après les autres, c'est pas tant un sac de nœuds que ça quand même. Il suffit de faire les choses de manière assez logique et ordonnée. Mais voilà. Donc voilà pour répondre à cette question très très vaste sur cette notion un peu de double activité. Et pour répondre, mais je m'y connais pas encore du tout assez dessus, mais bien sûr que si, les mi-temps sont possibles dans l'éducation nationale, il n'y a pas du tout... c'est un métier comme les autres, il n'y a pas du tout de choses... C'est pas si différent que d'autres jobs en fait, c'est ça que je veux dire. Donc si, il y a évidemment des mi-temps thérapeutiques quand on en a besoin, ce qui sera peut-être mon cas à un moment donné, vu que je suis travailleur handicapé et que ma santé est quand même fluctuante en fonction de plein de choses. Mais du coup, voilà, donc les mi-temps sont possibles hors thérapeutique, je veux dire. Moi, dans mon école, il y a une des profs qui est à mi-temps, et elle a une remplaçante qui est fixe. Donc en gros, il y a eu 2 profs pour la même classe. Et voilà, elle se relaye comme ça et il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, l'an prochain, si je suis titularisée, il y a de fortes chances que je sois ce type de remplaçante. Parce que c'est un peu ce qu'on est souvent la première année, soit des remplaçants vraiment chaque jour différents dans une école parce que voilà, la maîtresse a la grippe ou je ne sais quoi. Soit des remplaçantes qui sont fixes, comme ça, sur 3-4 écoles selon les jours. Et voilà. Donc il y a de fortes chances parce qu'en début de carrière, souvent c'est ce genre de poste qu'on a parce que c'est pas forcément des postes que les gens aiment avoir et donc comme nous on prend ce qui reste, voilà. Voilà pour cette question de double activité, mi-temps, etc. J'espère que j'ai répondu à tout. N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Voilà, si j'ai mal répondu ou à côté, si j'ai mal compris. Mais voilà. Question suivante, c'est parti. Alors, au deuxième commentaire, donc là, donc tout le début, c'était plutôt son point de vue, etc. Mais à la fin, elle dit... Enfin, elle, je pense. Ce serait intéressant que tu partages ton point de vue de manière plus détaillée sur le métier à l'avenir, comment tu le vis et le sens aujourd'hui. Alors, maintenant que j'ai fait quelques semaines de plus, parce que ça se compte en semaines, hein, pour l'instant, mon expérience, écoute, voilà. Alors, je le sens très bien parce que j'ai une classe très agréable. C'est une classe très facile à vivre. En plus de ça, on a beaucoup de chance avec mon binôme. Ce sont des élèves qui ont envie d'être à l'école, qui sont heureux d'être à l'école, qui ont compris ce qu'il fallait faire pour être élève et pour réussir, même s'il y en a qui ont des difficultés, ce qui est normal. Hein. Tout le monde n'a pas le même niveau. Je veux dire, j'ai pas que des surdoués ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très 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 gourmands de savoir et c'est très agréable d'être avec eux. Voilà. Donc je tiens à souligner ça parce que je pense que ça aide à s'épanouir en tant que prof aussi. Voilà, d'avoir une classe qui répond vraiment positivement à toutes les activités qu'on fait, quoi. C'est très agréable. Donc je le vis plutôt bien. Je suis pas forcément très angoissée. Par contre, moi, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas dans le métier, mais qui sont liées à ma personnalité et à mon état de santé. Tout d'abord, je suis dans une école qui aime beaucoup les fêtes et les sorties. Je sais plus si j'en avais parlé dans la première vidéo. Et moi, je ne suis pas du tout fête. C'est-à-dire que moi, je vois des amis, grand max, on est 4, quoi. Sinon, je suis très vite trop sollicitée au niveau des sens et de tout. Et donc, du coup, je fais des crises d'angoisse facilement voilà, dans des contextes festifs où je vais devoir interagir avec plus de 5 adultes en même temps. Et donc du coup, c'est pas trop mon truc. Donc ça, c'est un peu difficile à gérer parce que c'est une école qui est vraiment dans cette démarche-là, ce qui est chouette, hein, je pense, pour les parents et les familles et tout. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à aimer et donc du coup, je n'y arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que je leur ai expliqué, hein, tout simplement, à la direction. Et que du coup je leur dis que je ne participe pas, que je suis là en bonus. Comme ça, moi, ça me permet de garder mon libre arbitre, d'essayer d'y aller le soir même et que dès que je sens que ça va pas, de toute façon, comme ils ne devaient pas compter sur moi, et je peux rentrer chez moi, me reposer et voilà, ne pas paniquer et ne pas subir la chose de manière horrible. Voilà, et pour les sorties, le problème c'est que moi physiquement, je ne me sens pas à l'aise déjà dans Paris, je dois m'asseoir dans les transports, etc. Donc je ne peux pas vraiment accompagner des choses loin parce que je vais pas pouvoir réagir correctement et je vais pas pouvoir maintenir la sécurité de mon groupe. Et ça, c'est hors de question parce que voilà, moi je ne me permettrai pas ça. Donc c'est vrai que moi j'arrive pas à organiser de sortie pour l'instant parce que je m'en sens pas capable physiquement, je vois pas comment je pourrais faire pour garantir la sécurité de la totalité de mon groupe. Sachant que moi j'ai pas une classe dédoublée ou quoi que ce soit, c'est pas une classe énorme mais on en a quand même 19. Donc certes il y a des accompagnateurs mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que la responsabilité reviendra toujours à moi. Si on est en sortie, c'est moi qui suis responsable des élèves, donc s'il y a la moindre pépin, c'est moi et personne d'autre, même si j'ai des accompagnateurs, vous voyez. Donc ça, c'est pas possible pour moi, je me vois pas le faire. J'imagine que si j'ai une crise d'endométriose en plein milieu du trajet en métro, comment je fais? Enfin voilà, je peux pas tout abandonner et rentrer chez moi, donc c'est impossible. Pour moi, c'est pas possible, j'ai un handicap, c'est comme ça. Et ça a été un peu difficile à faire comprendre dans l'école parce que c'est un handicap invisible, parce que les gens ont un avis très tranché sur ce que c'est que l'endométriose et n'ont aucune idée en fait de ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça n'a lieu que pendant mes règles, donc comme j'ai plus de règles depuis 5 ans, c'est bon. Pas du tout, c'est presque l'inverse pour ma part, c'est-à-dire que ça a lieu n'importe quand et pas du tout pendant les règles, mais à part ça tout va bien. Mais bref, donc du coup, ils ont un avis très très formaté parce que la société et les médias ont raconté de ce que c'est que l'endométriose, alors qu'en fait ça n'est pas ça, et c'est très différent pour chacun, et moi ce n'est pas ça, et je suis pas quelqu'un de douillet en plus, hein. Je suis quelqu'un qui endure beaucoup de douleurs très très fort, et j'ai appris récemment que j'avais la forme d'endométriose, pas la plus grave, mais la plus douloureuse. Du coup, je suis ravie. Bon, je suis contente de pas avoir la plus grave, mais voilà. Donc du coup, bref, les gens ne comprennent pas. Ça a mis beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre que ça soit totalement compris par toute l'équipe.
c'est pas grave. Mais j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Moi, je sais ce que je fais et tant pis. Du coup, ce qu'on a essayé de mettre en place avec mon binôme, c'est que lui, il fait des sorties, puisque lui, il s'en sent physiquement capable. Et on a essayé plutôt d'organiser des choses qui ont lieu à l'école, avec des intervenants qui viennent à l'école, pour que moi, je puisse quand même leur proposer du contenu aux élèves, sans que je les pénalise par mon état de santé. Mais voilà, donc je le vis bien le métier, mais il y a juste ces petites choses-là qui ne sont pas encore... avec lesquelles je suis pas totalement à l'aise, et en même temps, pourtant, les élèves se sont jamais plaints de ne pas faire de sortie avec moi. Jamais. Ils sont très contents d'être en classe avec moi. J'ai jamais eu de remarques ou quoi que ce soit. Il y a une fois où les autres CP, l'autre classe, avaient fait une sortie et les autres profs avaient dit « Ah, ils vont être jaloux ». Ils n'ont même pas posé la question pourquoi nous on n'y va pas. Aucune. Donc je pense pas, en fait, je pense que la jalousie aussi c'est quelque chose que nous les adultes on ressent plus fort des fois et qu'on verbalise beaucoup, alors qu'en fait des fois les enfants ne vivent pas du tout la chose de cette manière-là. C'est-à-dire que si on leur propose quelque chose qui est aussi sympa, même si on sort pas de l'école, ils seront très contents. Il n'y a pas de raison en fait. Je trouve que c'est des fois un peu les adultes qui cultivent cette idée de jalousie qu'on n'a pas forcément instinctivement, je sais pas. Et voilà, et je sens bien le tempérament de mes élèves et ils n'ont pas ce petit truc de jalousie que je pourrais sentir chez d'autres, que j'ai pu sentir par le passé dans des ateliers et tout que j'ai fait l'an dernier. Là, je trouve pas, donc voilà, donc ça dépend vraiment des classes, en effet, il faut jauger, mais voilà, c'est un peu le seul truc sur lequel, moi, je suis pas encore tout à fait à l'aise. Mais les parents d'élèves sont très compréhensifs, j'ai expliqué à certains d'entre eux et je sais qu'il y a des groupes WhatsApp, donc je pense que ça se sait maintenant, et je n'ai jamais eu un seul commentaire. Pareil, on m'avait dit il faut te méfier des parents, etc. Des fois c'est le pire truc dans le métier de professeur, je trouve pas en fait, si on est honnête. Je ne sais pas, ou alors vraiment on a beaucoup de chance et voilà, on est tombé sur une promo d'enfants et de parents tout à fait adorables, mais écoutez, pour l'instant j'ai aucun souci avec les parents, au contraire, je les trouve vraiment super, à la fois investis, mais ils nous font confiance aussi, malgré le fait qu'on soit stagiaire, ils n'ont pas du tout exprimé d'inquiétude ou de réticence, on s'est pas pris de remarques ni rien. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif et je suis pas hyper inquiète pour la suite. Pour l'avenir, j'aimerais rester avec des CP toute ma vie, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, je sais que l'an prochain, je pourrais pas vraiment choisir où je vais aller. Bon, je ferai avec ce que j'ai. Mais c'est sûr que moi, j'ai une préférence pour cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, c'est vraiment la fin. Et un peu moins cycle 3 et un peu moins cycle 1 en maternelle. C'est un petit peu moins, le cycle 3, CM1, CM2, c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Je trouve que c'est des élèves avec qui j'ai moins d'affinité. Mais bon, si j'ai ça, je ferai. Hein, voilà, si j'ai des cycles 3, c'est pas un problème. Mais voilà. Voilà pour cette deuxième question. Bon les amis, c'est la Lou du futur, la Lou du montage qui vient vous donner un petit peu des news. En fait, j'ai coupé la vidéo ici parce que je répondais aux autres questions ensuite, mais c'était beaucoup trop long et ma caméra a fini par couper en plus en plein milieu. Donc je répondrai aux autres questions dans une troisième vidéo. Voilà, comme ça je segmente un petit peu parce que là, ça faisait trop long. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en commentaire. Voilà. Si vous aviez déjà posé une question à laquelle j'ai pas répondu à la dernière fois, sachez que j'y répondrai, mais vous pouvez quand même la remettre au cas où, si jamais vous avez pensé à d'autres choses. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit emoji si vous ne savez pas quoi commenter, un petit livre, etc. Et voilà, ça soutient la chaîne de manière gratuite, ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!